à toutes et à tous pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Ces derniers mois, les enlèvements dans le secteur de la crypto-monnaie se sont multipliés aux États-Unis, mais aussi en France. Rackettés, enlevés, parfois mutilés, les victimes de ces kidnappings sont aussi bien des parents, des épouses ou des enfants de personnalités qui ont réussi dans la crypto. Plus récemment, un Suisse a été enlevé près de Valence avant d'être libéré au terme d'une impressionnante opération de police. On regarde le reportage d'Aurel Cuta et d'Adeline Percept pour Mise au point sur la RTS. C'est ici, dans ce quartier résidentiel aux abords de Valence, en France, qu'un Vaudois de 22 ans était séquestré pendant plusieurs jours avant d'être libéré. L'ampleur du dispositif policier impressionne, un restaurant démoli, 150 militaires de l'unité d'élite mobilisés pour secourir la victime. J'étais extrêmement choqué. Je pense que pendant 36 heures, puisque c'est le temps qu'a duré l'opération, il a dû se voir mourir peut-être plusieurs fois. L'affaire débute en Suisse, 2 jours plus tôt à Lausanne. À la centrale de la police cantonale vaudoise, un informateur anonyme donne l'alerte. La police est informée qu'un individu domicilié sur le canton de Vaud est signalé disparu et que ses proches n'ont plus de nouvelles de lui. Par la suite, une nouvelle information parvient à la police pour dire que cet individu est retenu contre son gré, probablement entre la Suisse et la France. Les premiers éléments de l'enquête parlent d'un délit économique lié aux crypto-monnaies. C'est ce qui pourrait être l'origine de cette affaire. Une affaire qui implique cette fois la Suisse. Une affaire de plus cette année liée aux crypto-monnaies, un secteur qui subit une épidémie de violence et de kidnapping. Depuis les 15 dernières années, le Bitcoin et ses milliers de petites sœurs crypto-monnaies attisent les convoitises. Promesses de richesse instantanée ou retraite dorée anticipée, nombreux sont les influenceurs à mettre en avant leur réussite crypto, encourageant par là même le public à investir dans leurs produits. Des fortunes ostentatoires qui sont devenues peu à peu la cible du crime organisé. Et parmi les entrepreneurs et influenceurs français très actifs sur les réseaux et dans les médias, Éric Larchevêque. Je suis Éric Larchevêque. Je dois vous faire une confession. J'ai un super pouvoir. Bah oui, sinon comment expliquer ma réussite? Quand on se lance dans l'investissement, pas facile de viser juste du premier coup. Un raté peut faire très mal. Le mieux, c'est de se former et de se faire accompagner par des experts. Autant de raisons de se planter. En janvier dernier, c'est son associé David Ballan qui est kidnappé avec son épouse et mutilé à Châteauroux. Éric Larchevêque reçoit la photo du doigt coupé de son associé. Autre affaire en mai dernier à Paris, dans le 11e arrondissement et en plein jour. Tentative de rapt d'une jeune femme et de son enfant. Elle est âgée de 34 ans. L'opération avorte finalement, de justesse, empêchée par un voisin et l'époux de la victime. Selon différentes sources, l'arme ressemblant à un... Celui qui est visé, c'est lui, Pierre Noisa, patron de Paymium, et sa supposée fortune en crypto. Quelques jours plus tard, Pierre Noisa donne des nouvelles de sa fille sur BFM TV. Pourquoi elle? Parce que vous, Pierre Noisa, son père, vous êtes président de Paymium, c'est une société d'achat et de revente de crypto-monnaies. Et c'est sans doute vous que l'on visait à travers elle. Ma première question, c'est d'abord de savoir comment elle va. Écoutez, aussi bien que possible, elle est très forte et son mari et elle que j'ai vu hier se portent aussi bien que possible. Ils sont très forts, ils font mon admiration. Son mari a été héroïque. C'est l'affaire qui va faire réagir le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui convoque immédiatement les acteurs du milieu pour une réunion d'urgence. Mais il est hors de question qu'on laisse ces entrepreneurs, ces familles, être la proie de ces narco-racailles, de ces criminels qui sont des criminels qui n'hésitent franchement contre rien du tout. Donc il faut les aider, c'est ce que nous allons faire avec une très forte volonté. Presque 4 mois après la tentative d'enlèvement de sa fille, le patron de Paymium se tient loin des médias. C'est son directeur stratégique, Alexandre Stachchenko, qui est envoyé pour répondre à nos questions sur une terrasse au centre de Paris. Lui s'inquiète aujourd'hui pour tous les détenteurs de crypto-monnaies. Dans le monde des cryptos, il y a
une différence fondamentale avec la finance traditionnelle, c'est qu'on peut avoir des portefeuilles personnels. On peut avoir un portefeuille sur son téléphone, alors que dans la finance traditionnelle, on a nécessairement un compte chez quelqu'un, un compte bancaire par exemple. Et lorsqu'on a un compte bancaire, en fait, le point de faiblesse, c'est l'établissement bancaire, c'est pas soi-même. Lorsqu'on a un portefeuille personnel, en fait, on devient potentiellement une cible physique. Parce que si on stocke son argent chez soi, par exemple, sur un téléphone, sur un portefeuille matériel, ben en fait, ça va attirer l'attention des criminels qui se disent qu'en venant chez la personne, ils vont pouvoir la violenter et récupérer l'argent, un peu comme s'il y avait du cash sous le matelas et qu'ils pouvaient le récupérer. La discrétion, c'est le mot d'ordre dans le milieu. Impossible pour nous, par exemple, de filmer les bureaux de Paymium. Le niveau de sécurité est monté d'un cran et on encourage les clients et collaborateurs à changer leur comportement. Des comportements de prévention qui sont recommandés par les services de surveillance intérieure, par la police, etc., qu'on ne devrait pas avoir, mais que malheureusement on va avoir. Donc ça va être de changer d'itinéraire tous les jours, de regarder derrière soi, de faire attention dans la rue, ce genre de choses, et d'être éduqué à ça parce que le point le plus important de la sécurité physique, c'est de ne pas avoir d'habitude, en règle générale. Si on a des habitudes, c'est beaucoup plus facile de se faire viser. De retour dans notre rédaction, nous entrons en contact avec le jeune Vaudois victime de séquestration à Valence. Nos échanges font état d'un grand traumatisme et il regrette de ne pas pouvoir témoigner davantage, procédure oblige. Mon avocat doit finir d'étudier le dossier de A à Z pendant les 2 prochaines semaines. Je ne dois rien dire à personne jusqu'à la fin de son étude. Et depuis, l'onde de choc se propage en Suisse romande. Arnaud Salomon est cofondateur d'une entreprise neuchâteloise qui gère notamment de grosses fortunes en crypto-monnaie. Il a préféré nous rendre visite dans nos locaux à Genève plutôt qu'on filme son bureau. Il est sur le qui-vive pour organiser la protection de ses plus importants clients. Pour les très gros, ils peuvent s'équiper, et on a des partenariats, ils peuvent s'équiper de sécurité physique, de gens qui vont accompagner votre femme, vos enfants à l'école ou au travail, ou vous-même, etc. Maintenant, c'est fait pour des gens qui ont quand même une très très grosse surface financière, parce que c'est des coûts importants. On a un partenaire, c'est un partenaire français, mais qui est accrédité aussi pour la Suisse, et puis qui a recruté tout plein d'anciens du GIGN français, etc., et qui ont l'habitude d'ailleurs de faire des protections rapprochées pour des présidents, pour des personnalités politiques, etc., et qui peuvent aussi le faire pour des particuliers, et qui le font très bien, qui peuvent avoir différents types. Ça peut être soit vraiment la personne très costaud, très visible, soit au contraire plutôt une dame très bien entraînée, mais qui va être du coup plus discrète dans l'accompagnement quotidien de ces clients-là. Ça veut dire que concrètement, il y a des anciens du GIGN qui peuvent se promener en Suisse à côté d'un de vos clients ou d'une de vos clientes pour protéger sa fortune en crypto. Pour protéger son intégrité physique déjà, personnelle, et celle de ses proches. Parce que voilà, le risque, il est là. C'est les kidnappings de proches pour demander une rançon. Des kidnappings qui, lorsqu'ils se produisent, laissent forcément des traces indélébiles. Ici, à Bruxelles, cette personnalité du monde des crypto-monnaies a pris l'habitude de scanner chaque détail lors de ses déplacements. Stéphane Winkel est un investisseur crypto et un serial entrepreneur, comme il se présente lui-même. Il y a quelques mois, il surprend une fourgonnette en bas de chez lui. Elle démarre en trombe, j'arrive à ouvrir la porte, mais je me retrouve au sol. Et en me retrouvant au sol, je retrouve juste en face la chaussure de ma femme. Et là, je comprends que ce n'est pas une personne lambda qui était enlevée, mais c'est ma femme. Et là, le monde s'écroule. C'est le trou noir, le battement de cœur. Pendant quelques secondes, je suis KO. Je suis KO. Poursuivie par la police, la fourgonnette finit dans un fossé. L'épouse de Stéphane Winkel est blessée, mais libérée. Une série noire et des affaires qui se ressemblent. Et pour cause, elles auraient été commanditées par le même cerveau, arrêté au début de l'été au Maroc. Un homme de 24 ans, soupçonné d'avoir recruté depuis Tanger des jeunes exécutants en France, en échange de quelques milliers d'euros. France Télévisions s'est procuré l'enregistrement des menaces envoyées à Stéphane Winkel. Dis-moi si tu veux voir du sang pour mieux réfléchir. Ta petite femme-là, elle aura un traumatisme. Ta mère, t'en as, ta soeur, t'en as qu'une. Clairement, en tout cas, je ne vis plus comme avant. Donc, voilà, on a déménagé, on est souvent à l'étranger, on a sécurisé plein de choses. On vit dans le stress, comme les fugitifs à l'étranger.
Belgique, Norvège, Espagne ou États-Unis, pas un mois dans le monde sans qu'une affaire similaire n'éclate. Des agressions aussi barbares qu'amateurs par endroits, imprévisibles en tout cas. Depuis la Suisse romande, Alexis Roussel regarde le phénomène d'un œil préoccupé. Très geek et fin connaisseur du sujet, il suit et analyse le Bitcoin depuis sa création. Très souvent invité dans les médias à décrypter les secrets du milieu. Oui, alors ce qu'on observe, c'est que en fait, pratiquement tous ces coups ont raté. À chaque fois, la police a pu intervenir. La police française fait d'ailleurs un très bon travail dans ce domaine-là particulier. La police française a pu intervenir, a pu sauver les personnes. Il y a eu des fois des dommages corporels quand même qui ont été faits. Et toutes les personnes ont toujours été arrêtées. Et les sommes d'argent, s'il y a eu des transferts qui ont été faits, ont été retrouvés. Parce que dans le monde des crypto-monnaies, la traçabilité est en fait bien plus supérieure que dans le monde bancaire. Et lorsque un mouvement se fait, on peut, si on est assez réactif et qu'on collabore avec les différentes plateformes, récupérer cet argent. Aujourd'hui, il est invité dans l'émission Forum pour débattre de l'identité numérique. Lui déteste partager ses informations personnelles en ligne, faisant un lien entre les traces laissées sur Internet et certaines violences dans la vie réelle. Dans cette société numérique, on nous pousse tout le temps à divulguer énormément d'informations personnelles pour être entrepreneur, pour faire des activités en ligne. Et en fait, ces données personnelles se retrouvent souvent dans des fuites de données de banques, de grosses institutions, et qui sont utilisées en fait par les criminels pour identifier l'adresse des gens qui pourraient avoir des sommes d'argent importantes. Et des fortunes suisses, il y en a. Nous qui faisons partie depuis longtemps des pays où on achète des bitcoins avec le plus d'engouement. À ce jour, 15 à 20% des Suisses et des Suissesses posséderaient ou auraient possédé des crypto-monnaies. Retour sur le plateau avec nous, Gilles Clémençon. Vous êtes producteur de l'émission Mise au Point sur la RTS. Merci d'être là. Avec nous également Alexandre Stachenko, entrepreneur, spécialiste des sujets relatifs à la crypto-monnaie. Vous êtes ancien directeur du pôle stratégie de Pemium et directeur de la stratégie et de la communication actuellement chez Bistack. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première question à vous, Gilles Clémençon, avant de reparler de ces crypto-enlèvements. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la crypto-monnaie ? Oui, alors on va essayer de faire simple, parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais disons la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique, une monnaie virtuelle, et puis qui a le grand avantage, ou désavantage, on va peut-être en discuter, de pouvoir se passer d'intermédiaire, donc d'une banque. Donc ça permet des échanges de pair à pair, de personne à personne directement par une technologie qui s'appelle la blockchain, sécurisée, une technologie sécurisée, donc ce sont des monnaies qui se passent des systèmes bancaires traditionnels. Alors, Mise au Point, le magazine de la RTS s'est intéressé à ce thème des crypto-enlèvements parce qu'un Suisse en a été la victime. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir fomenté cet enlèvement ou y avoir été impliquées. Où en est l'enquête ? Alors, on n'a pas de nouvelles de l'enquête. C'est comme toujours dans ce genre de cas, la justice ne communique pas, la victime ne communique pas sur les conseils de son avocat. Mais disons, dans les premiers communiqués de la police vaudoise, on avait quand même pas mal d'informations sur 7 personnes qui ont séquestré pendant plus de 24 heures, 36 heures, un jeune homme avec des coups de couteau, avec des scènes, des formes de torture aussi. Donc la police vaudoise a communiqué aussi là-dessus pour dire que c'était pas, entre guillemets, un banal enlèvement, mais qu'il y avait eu toute une série de violences. Et puis, ce sont 7 auteurs, on l'a vu dans leur reportage, tous âgés, c'est peut-être aussi important de le préciser, de moins de 30 ans. Donc on a affaire aussi à de jeunes agresseurs présumés. Alexandre Stachenko, on dénombre, les chiffres nous donnent au moins une vingtaine d'agressions visant des détenteurs de crypto-monnaies, a priori en 2025, 22 en 2024 dans le monde. Comment expliquer le fait qu'il y ait de plus en plus d'enlèvements de détenteurs de crypto, et puisque ces chiffres sont sous-évalués ? Oui, ils sont sous-évalués parce qu'il y a une partie substantielle des enlèvements qui ne sont tout simplement pas reportés. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une recrudescence ? Je pense qu'il y a une partie des facteurs qui sont structurels et puis il y en a qui sont plus conjoncturels. Alors, le structurel, c'est ce qu'a dit Gilles, c'est-à-dire qu'il y a une différence absolument fondamentale entre le monde des cryptos et de la finance traditionnelle. C'est que dans les cryptos, on peut
posséder. Alors ça a l'air un peu bête ce que je dis là, mais dans le monde de la finance traditionnelle, vous ne possédez rien. En fait, vous avez des comptes chez des intermédiaires qui possèdent pour vous. Et donc en fait, le maillon faible de la sécurité de la chaîne, c'est l'intermédiaire, ou en général une banque ou une fintech par exemple. Dans le monde des cryptos, on a cette alternative, c'est inédit, on peut posséder soi-même sur son téléphone, sur un portefeuille chez soi matériel ou même sur un bout de papier si on a envie. Et donc forcément, ça veut dire que ça décale l'enjeu de sécurité et ça le met directement en responsabilité chez les individus. Donc pour les criminels, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils n'ont plus à braquer la banque, ils peuvent retourner directement voir les individus et leur faire pression maximum. C'est pour ça qu'ils vont sur des techniques très barbares. C'est pour mettre une pression maximum pour obtenir le paiement d'une rançon en général. Maintenant, les facteurs conjoncturels, je dirais un peu tristement, c'est que il y a un certain nombre de fantasmes qui ont été alimentés sur le monde des cryptos ces dernières années, sur la richesse supposée des gens qui travaillent dans le secteur, comme si, par exemple, travailler dans une bijouterie ferait forcément de vous quelqu'un de très riche. Pour la crypto, il y a un peu ce fantasme-là que dès qu'on travaille dans ce secteur-là, on est forcément multimillionnaire, alors que pas du tout. Il y a plein de gens qui sont dans ce secteur qui sont des personnes tout à fait normales. Je connais les chiffres pour la France, par exemple, les détenteurs, leur portefeuille moyen, on est sur un profil qui est dans la tranche la plus basse des revenus. On n'est pas sur des gens qui sont parmi les plus hauts revenus, parce qu'effectivement, on l'a dit, c'est surtout des jeunes en fait qui sont dedans, donc ils n'ont pas des revenus ou un patrimoine exceptionnel. Donc c'est un premier fantasme à débunker. Et le deuxième, c'est que ce serait l'argent des criminels. C'est quelque chose qui a été très répété pendant des années, que c'était intraçable, que c'était noir, que c'était le dark web. Dans la réalité, c'est l'inverse. La plupart de ces affaires n'aboutissent pas parce que c'est traçable. Les experts redoutent aussi, Alexandre Stachenko, l'effet combiné des fuites de données et des obligations imposées par les nouvelles législations dans le secteur. Qu'en pensez-vous ? Moi, je partage l'inquiétude. Il y a en sécurité un principe qu'on appelle la minimisation de la collecte de données, parce qu'on arrive dans un monde où, malheureusement, les cyberattaques vont se faire de plus en plus fréquentes. Depuis le début de l'année, il y en a quasiment toutes les semaines, y compris sur des grandes organisations, parfois publiques. Et donc, c'est un leurre de croire que quand on collecte une donnée, elle pourra être sécurisée ad vitam aeternam. Et malheureusement, ce principe de minimisation de collecte des données, en finance, il est très peu appliqué, parce qu'il y a cette forme de totem, de tabou autour de le blanchiment d'argent, la pédocriminalité, le financement du terrorisme, qui justifie tout. Et donc, d'une certaine façon, quand on travaille dans la finance, eh bien, on collecte énormément de données, les adresses physiques, le patrimoine, le justificatif d'origine des fonds, etc. Et malheureusement, plus on va avancer dans le temps, plus ces données seront piratées. Et donc, ça met en danger directement les possesseurs, d'autant plus dans le monde des crypto-monnaies. Imaginez une base de données dans laquelle vous avez juste à côté l'adresse physique de quelqu'un et son patrimoine. Si cette base de données venait à être piratée, vous avez littéralement un annuaire très pratique pour les criminels pour aller chercher directement les gens les plus fortunés. Donc effectivement, je pense qu'il faudrait s'interroger sur ces réglementations qui, à dessein, en tout cas, propose de protéger les citoyens, mais dont l'effet probable à moyen terme sera plutôt de les mettre en danger. Gilles Clémençon, on sent que les gens n'aiment pas trop parler de leur enlèvement et que le choix est fait, c'est d'être plutôt discret pour éviter de nouveaux enlèvements. Est-ce que ce reportage a été facile à réaliser ? Est-ce que ça a été simple de trouver des témoins qui parlent à visage découvert ? Non, ça a été compliqué. Et puis c'est un peu le paradoxe, parce que vous l'avez un peu esquissé, pendant des années, on a vu aussi, et on le voit encore, pas mal d'influenceurs qui vendent une sorte de succès comme ça, ultra rapide. Alors mon collègue Aurel Cuta a essayé de contacter beaucoup de ces influenceurs, de ces acteurs de la crypto, en tout cas ceux qui s'affichent, parce qu'évidemment ceux qui s'affichent pas, c'est un peu dur de savoir qui ils sont. Alors il a eu toute une diversité de réponses. Bon, il y a ceux qui répondent pas, il y a ceux qui se demandent un petit peu ce qu'un média traditionnel, pourquoi un média traditionnel comme la RTS vient les contacter. Il y a ceux qui ont essayé aussi de vendre à mon collègue des produits financiers, qui lui ont renvoyé directement toutes sortes de propositions. Et puis pour les autres, eh bien, il y a une peur qui s'est installée. Ces enlèvements, on est passé d'un monde où finalement afficher sa crypto était, son portefeuille crypto était peut-être un signe extérieur de richesse, à une situation où en fait c'est plus compliqué. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Voilà, et puis c'est vrai que pour ceux qui ont accepté de parler, et je crois que vous en faites partie, il y avait aussi la volonté de ne pas faire l'interview ni chez les personnes, ni aussi dans les bureaux. On préfère aussi maintenant des environnements neutres. On essaie de donner le minimum de données sur soi-même quand on s'exprime sur le sujet.
Les affaires d'enlèvement qui ont été médiatisées touchent des personnes qui ont quand même réussi dans la crypto. Mais est-ce que ça concerne aussi ce qu'on appelle les petits portefeuilles ? Malheureusement, oui, parce que les auteurs de ces faits, en règle générale, font des préparations qui ne sont pas très avancées. Et donc, parfois, et c'est juste, comme je le disais, ils se basent sur les fameux fantasmes effectivement, ces influenceurs à l'autre côté de la planète, sur un jet ski, en train de raconter que c'est super la crypto. Dans la réalité, en fait, ceux qui travaillent dans le secteur, on l'a dit juste avant, sont plutôt des gens discrets. D'ailleurs, même ceux qui ont été concernés par les enlèvements sont clairement pas ceux qui étaient les plus visibles. Et donc, la discrétion est déjà une pratique de sécurité qui est mise en place par la plupart des acteurs, mais malheureusement, comme il y a ces fantasmes, eh bien, eux se disent que si vous travaillez dans la crypto, peu importe, vous êtes nécessairement riche, donc je vais aller vous frapper. Il y a même eu en France quelqu'un qui avait été enlevé pour que les ravisseurs s'aperçoivent qu'a posteriori qu'en fait, ils n'avaient pas d'argent. Et donc, ils l'ont laissé partir. Donc, malheureusement, oui, ça peut concerner beaucoup de gens. Mais est-ce que ça marche ? C'est-à-dire que est-ce que ces enlèvements sont couronnés de succès, en fait ? Non, heureusement. En fait, à part, effectivement, malheureusement pour les victimes, souvent des séquelles physiques, puisqu'on l'a dit, c'est des actes assez barbares. Plusieurs qui ont eu des doigts coupés, des mutilations, des actes de barbarie, quoi, vraiment. Dans la quasi-totalité des cas, en tout cas, je n'ai pas mémoire de cas où ça s'est bien passé pour les ravisseurs, puisque, comme je le disais tout à l'heure, un des éléments substantiels des cryptos, c'est que c'est traçable. Donc, en fait, dès qu'on envoie une transaction, tout le monde peut savoir où elle va. Et donc, dans les pires des cas pour les ravisseurs, en fait, ils n'arrivent même pas à obtenir de rançon. Dans leur meilleur des cas, ils arrivent à obtenir un bout de rançon, mais qui, en fait, est instantanément tracé, parfois gelé, et donc, ils ne récupèrent jamais leur mise. Donc, effectivement, pour les ravisseurs, j'allais dire, si on peut avoir un message à leur passer ce soir, c'est d'arrêter. On peut s'économiser des moments traumatisants parce que de toute façon, vous n'y gagnez rien. Comment se protéger justement contre ces enlèvements et puis quelles précautions vous recommanderiez, vous, à ces détenteurs de crypto ? Je dirais s'il y a quelques conseils généraux. Le premier, on l'a dit tout à l'heure, c'est la discrétion. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas nécessairement dans le secteur, si vous êtes juste investisseur ou que vous en détenez un petit peu, ce n'est pas très utile de le dire à tout le monde, de le montrer sur les réseaux, etc. C'est de la même façon que vous ne montriez pas nécessairement votre compte bancaire partout à chaque fois que vous allez dans la rue. Mais de manière générale, à partir du moment où vous dépassez un certain patrimoine, alors évidemment, si c'est pour garder 50 € ou 50 francs et que vous voulez juste jouer pour tester la technologie, bon, c'est pas grave. Maintenant, si vous commencez à diversifier votre patrimoine dedans, il faut mettre en place des mécanismes de sécurité qui sont devenus la norme. Donc, dans le milieu, c'est une des raisons aussi pour lesquelles ces enlèvements ne réussissent pas, c'est que ces criminels sont persuadés qu'il suffit d'enlever une personne, puis on appuie sur un bouton et on a les fonds. Dans la réalité, on a plusieurs choses. La première, c'est ce qu'on appelle des time locks, c'est-à-dire que l'argent est bloqué pendant un certain temps. Donc même si je le voulais, par exemple, débloquer mon argent de façon programmée, je ne peux pas le bouger avant un certain nombre de jours. Et puis parfois, il y a aussi des mécanismes, souvent, c'est la bonne pratique numéro 1, c'est les multisignatures, c'est-à-dire que pour faire une transaction, eh bien, il faut les signatures de plusieurs portefeuilles ou de plusieurs personnes pour empêcher le paiement de cet argent-là. Gilles Clémençon, ce reportage, il trouve un écho particulier en Suisse, parce qu'ici, la crypto-monnaie, elle est quand même entrée dans le quotidien, on va dire, des Helvètes. Oui, alors le quotidien, c'est peut-être un gros mot encore, mais c'est vrai que selon les derniers chiffres, c'est plus ou moins 20%, on l'a dit dans le reportage, des citoyens qui auraient des cryptos. On n'a pas de chiffre exact, parce que c'est chaque fois par des sondages. On sait qu'il y a certains cantons où on peut payer ses impôts en crypto, comme le canton de Zoug, qui s'est un peu décrété capitale de la crypto. Et puis Lugano aussi, d'ailleurs. Lugano aussi. On voit aussi, d'ailleurs, je sais pas comment c'est en France et ailleurs en francophonie, mais on voit que les clubs de foot en Suisse sont aussi ultra sponsorisés maintenant par des entreprises qui sont actives dans la crypto. On voit quand même que c'est encore pas complètement, disons, l'admission générale n'est pas encore là, parce qu'on voit que, par exemple, le plus gros vendeur en ligne, Galaxus, pour pas le citer, qui est vraiment de loin le plus gros vendeur en Suisse, avait offert il y a quelques années à ses clients la possibilité de payer en crypto ses achats. Et puis, ils ont abandonné l'offre il y a 2 ans, je crois, parce qu'ils n'avaient pas assez de clients et ça coûtait trop cher à mettre en place. Donc, on voit tout de même que, disons, pour qu'il y ait une adoption de masse, les gens ne sont pas encore prêts à acheter leur téléviseur en Suisse avec leur crypto. Alexandre Sachenko, en Afrique aussi, il y a beaucoup de cryptos. Oui, en fait, c'est à cet endroit-là qu'il faut faire une distinction assez fondamentale. Le mot crypto en soi ne veut pas dire grand-chose. En fait, il désigne une classe d'actifs qui est très très hétérogène. De la même façon qu'en finance, on ne va jamais dire les actifs et puis dedans on met de l'immobilier, des actions et des obligations. Donc dans le cas des cryptos, il faut aussi faire une petite différence. Et il y a vraiment Bitcoin qui est tout seul de son côté et qui lui est une proposition alternative monétaire.
une monnaie, on ne s'en sert pas nécessairement que pour payer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du Bitcoin pour préserver leur pouvoir d'achat. Ils l'utilisent quand même pour préserver leur pouvoir d'achat. Et ça, en fait, ces différents cas d'usage, notamment de Bitcoin, ils vont être extrêmement différents en fonction de votre situation personnelle et donc de votre situation géographique. Quelqu'un qui habite dans une métropole européenne avec des paiements sans contact et qui est bancarisé n'a pas du tout le même usage que en ce moment un Nigérian dont la monnaie s'est effondrée de 90% en l'espace de quelques années et qui n'est pas bancarisé et qui a 25 ans comme la quasi-totalité, la moitié en tout cas du pays. Donc les situations sont très diverses. Quand on regarde les classements au niveau mondial, évidemment en parité de pouvoir d'achat et en regardant les flux qui existent, on retrouve dans le top des pays, pas du tout des pays occidentaux, on retrouve l'Inde, on retrouve le Nigeria, on retrouve les Philippines, on retrouve l'Indonésie, on retrouve l'Ukraine, évidemment, où le système bancaire s'est effondré. Donc on voit beaucoup plus l'utilité des cryptos dans un cadre d'un pays en guerre. Donc ça dépend évidemment de partout où on se situe, mais l'Afrique francophone est un très bon terrain de jeu à cause de sa faible bancarisation, pourtant de son accès au mobile et au réseau Internet, et du fait que les monnaies en Afrique, en règle générale, malheureusement, sont d'assez mauvaise qualité. Merci Alexandre Stachenko et merci Gilles Clémençon d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS, de TV5 Monde, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme TV5 Monde+. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo.